Voilà, ben, oh, pas tellement depuis le temps qu'on se connaît avec Sylvie, ça va. Elle ne sait pas ce que je lis. Et ce seront donc 3 histoires, puisque les plus belles nouvelles sont celles qui ont une certaine amplitude. On verra. On va commencer par une petite mise en introduction. Tu pourras peut-être intervenir, si tu veux, entre 2 textes pour un petit peu commenter ce que tu as voulu peut-être dire ou écrire. Et le premier s'intitule « Question de mode ». Malia ouvrit l'armoire et contempla, perplexe, l'amoncellement disparate. Elle regarda avec envie son caraco bleu acier, celui qui lui dessinait une poitrine rigide et carrée. Sa tenue fétiche. Elle la portait le jour où elle avait rencontré Alain. Ce jour-là, elle avait un pantalon noir, très moulant, et ses bras nus étaient couverts de bracelets. Impossible. Déjà, quand elle sortait ainsi dans la rue, on la regardait avec amusement, avec une moquerie, pas toujours teintée de gentillesse. À la grande fête du printemps, chez Paul, ce serait pire. On la traiterait certainement de ringarde. C'était le moment ou jamais de changer de look. Il y avait de la déception dans les yeux d'Alain la semaine dernière. Et il avait passé la soirée à faire les yeux doux à une espèce de folle aux pommettes gonflées de silicone, une martienne avec un bonnet de bain en plastique, à la silhouette indiscernable sous des couches de dentelle superposées. Le dernier numéro de Nous les femmes était sur la table basse du salon. Elle retourna feuilleter l'article de Sophie. « Comment êtes-vous vraiment ? Comment êtes-vous à l'intérieur » lut-elle avec perplexité. « Vous n'êtes pas comme les autres veulent vous voir. Vous n'êtes pas comme votre mère, ni comme votre grand-mère. Vous êtes différente. Apprenez à l'exprimer. Vous n'êtes plus l'esclave de ce matériau brut qui vous a été fourni à la naissance. Grâce à la chirurgie, au maquillage et à l'astuce, vous pouvez en faire toute autre chose. C'est vous qui choisissez. Classicisme ou simplicité ne sont que manque d'imagination ou de créativité. Et vous n'avez aucune excuse. Cachez-vous. » Malia leva les yeux vers le miroir. Son fin visage, aux traits réguliers, noyé dans la chevelure tendre, lui rendit son regard pensif. Que leur fallait-il donc? Elle voulait sur elle le regard d'Alain, fasciné et surpris, un peu angoissé par son nouveau mystère. Ce regard qu'il posait sur les autres, celle qu'il ne comprenait pas. Une bouffée de colère la submergea. Ce ne devait pas être si difficile. Elle empoigna vaillamment une paire de ciseaux et se mit à tailler au hasard, avec rage, dans les longues mèches. Chaque ruisseau doré qui tombait par terre ajoutait à cette fureur. Elle ne s'arrêta que quand ses mains tâtonnantes ne trouvèrent plus rien à hauteur des épaules et leva les yeux vers le miroir. Voilà. Elle n'était plus douce ainsi. Elle se trouva une toute petite tête ronde, têtue et disgracieuse, encadrée de balais irréguliers. La frange qui lui couvrait la moitié du front était particulièrement hideuse. Personne ne pourra penser que je révèle mon véritable visage, pensa-t-elle avec une pointe d'ironie. Il faut trouver mieux. Elle se rasa le crâne et ne reconnut pas davantage le reflet pathétique, le front immense et les oreilles incongrues. Elle essaya un sourire. Les dents. L'encre n'imprégnait pas l'émail et lui laissa un sale goût dans la bouche. Elle eut bientôt la langue et les lèvres noires, mais les dents restaient à peine grisées. L'ensemble était quand même assez saisissant. Elle glissa 2 coussins sous les bretelles de son soutien-gorge, enfila une chose blanche informe et s'étrangla la taille avec une ceinture dorée. Puis elle contempla, avec une amère satisfaction, l'étrangère qui lui faisait face. L'une de ces femmes différentes, incompréhensibles et violentes, qui l'avaient toujours un peu effrayée. Elle était l'une d'elles, maintenant. Sur le palier, Malia hésita un instant, puis écrasa la sonnette.
Elle ne s'attendait pas vraiment à ce que quelqu'un l'entende. La musique qui lui heurtait déjà les tympans ébranlait le sol jusqu'au rez-de-chaussée. Pourtant, la porte s'ouvrit. Laurent la regarda, interrogateur. « Malia ?» Elle hocha la tête et l'embrassa hâtivement, essayant de deviner la salle derrière son épaule. Il y faisait presque noir. Des silhouettes approximatives, vaguement difformes, remuaient dans le vacarme. « Alain est là ?» Elle hésitait encore. « Il va arriver, t'en fais pas. » Laurent posa une main amicale sur son bras. « Entre !» Elle devina sur son visage une curieuse grimace compatissante ou encourageante et redressa instinctivement les épaules. Laurent frôla son crâne nu d'un geste presque timide. « C'est bien !» lui chuchota-t-il à l'oreille. Elle se dégagea, impatiente, et avança vers la salle. Au passage, elle chercha son reflet dans une glace au mur et eut l'impression curieuse de promener une touriste en vacances. La musique changea au moment où elle entra, sans transition. Quelque chose de doux et grinçant, vaguement oriental. La plupart des remueurs allèrent se rasseoir. Un crâne chauve comme le sien, à la mâchoire monstrueusement carrée, avec de lourds cernes peints en violet, vint la chercher pour l'emmener sur la piste. Il la prit dans ses bras, et elle accepta de mimer le slow. Il ne disait rien, plaquant simplement son corps contre le sien, avec un vague balancement. « On se connaît ?» demanda Malia, curieuse d'entendre sa voix. Il émit un petit rire. « Je ne suis pas telle que tu me crois. » « Alors, quelle importance ?» Bien sûr, ce n'était pas une question à poser. Pour le physique, elle était en progrès, mais elle se sentait toujours aussi gourde à l'intérieur. En tout cas, la voix n'était pas familière. « Nous n'avons rien en commun. Je suis une étrangère, lui dit-elle, obéissant à une intuition qu'elle ne comprenait pas. « Bien sûr, répondit-il. Elle se tut, n'ayant plus rien à dire. Il lui palpa vaguement les seins. Elle eut envie de rire comme si elle venait de remporter une victoire. « C'est bien mou tout ça, lui chuchota-t-il à l'oreille. « Coussin, répondit-elle laconiquement. Il approuva de la tête, s'écarta un peu, et parut se désintéresser d'elle jusqu'à la fin du morceau. Là, il lui fit un petit salut et l'abandonna au milieu de la piste. La Martienne au bonnet de bain était assise, tout à côté, sur un canapé. Près d'elle, riant avec un air émerveillé qu'elle ne lui avait jamais vu, il y avait Alain. Alain, masqué, grimé, bouffi. Alain vêtu d'un sac informe. Alain qui ne la regardait pas, qui ne voyait que sa voisine. La jalousie lui déchira le cœur. Elle alla se planter en face d'eux. Alain leva les yeux et poussa un cri joyeux, puis la fit asseoir sur ses genoux, l'embrassant avec tendresse. « Malia, enfin! Et tu as choisi justement ce soir pour changer? C'est merveilleux !» Il parlait d'un air un peu égaré. Elle sentit l'alcool dans son haleine. La Martienne restait imperturbable. Alain lui serra la main avec force. « Tu as compris, n'est-ce pas? Tu es une autre, fit-il avec un accent presque mystique. Tu n'as plus peur de la différence. Tu la cherches. La différence. Elle sentit soudain qu'elle n'en était qu'au début. Il faudrait aller bien plus loin. Elle irait. Je n'ai pas peur, affirma-t-elle. Tu es prête pour l'inconnu, continua-t-il, comme s'il ne l'avait pas entendu. Tu veux laisser entrer les anges ou les démons? Il se tut. Elle attendit, soudain envahie par la terreur qu'il la laisse à mi-chemin. « Que dois-je faire » murmura-t-elle enfin. « Juste ce que tu as fait. Devenir autre. Modifier ton visage et ton corps. Laisser glisser un peu ton vieux manteau d'humanité. Lorsque nous serons nombreux, les autres, les vrais, pourront enfin arriver. Ils pourront se mêler à nous. Personne ne saura les reconnaître. » Il était très calme maintenant. Il parlait avec une détermination farouche. « Comprends-tu ce qui se passerait si nous ne les aidions pas? S'ils se présentaient officiellement, ouvertement pour ce qu'ils sont? Les gouvernements ne prendraient pas de risques.
Méfiance, prudence. Ils n'auraient aucune chance. Nous les aiderons à s'infiltrer. C'est le seul moyen. Malia n'avait plus de souffle. Tu crois que des extraterrestres vont arriver? Qu'ils vont débarquer sur Terre? Ils sont déjà là. Ils sont arrivés. Malia regarda Alain, puis la fille. La martienne sourit lentement. Ses dents étaient noires, d'un splendide noir d'ébène. Voilà. Ça nous donne une idée de ce qu'écrit Sylvie, c'est-à-dire c'est toujours un petit peu la rencontre de l'autre, essayer de connaître l'autre, d'aller vers la différence plutôt que de la rejeter. Alors donc il y a des histoires avec des extraterrestres, mais il y a aussi des histoires avec des êtres humains. Et ça va peut-être être la suite. Je prends là et nous allons donc lire « Fidèle à ton pas cadencé ». Pardon? Pardon, je m'ai lancé. Ça commence bien. Il y avait une dédicace, celle-ci est pour Ayard Duniac. Il s'agit bien sûr de Ayardal et Jean-Claude Duniac. Mais c'est une consolation quand même, non? Que tu puisses récupérer tous ces enregistrements. Je sais bien que tu étais contre, que tu n'aimais pas qu'elle les fasse. Mais quand même, maintenant il te reste au moins ça, non? Fred est assis devant moi, tout embarrassé de sa bonne volonté maladroite. Ses mains tripotent son pain, effleurent le couteau. Il est gauche comme l'ado boutonneux qui était déjà mon copain il y a 10 ans. Il fait des efforts. Il sait qu'il ne faut pas me parler de tourner la page. Et moi, je ne peux plus parler. Aucune phrase cohérente ou appropriée ne se forme dans mon cerveau. Quand Lou m'a quitté, il y a 3 semaines, elle m'a transformé en automate. Je suis déconnecté, inapte. Je dois faire un effort terrible pour maintenir quelque chose qui ressemble à une conversation. Une consolation. Je m'accroche au mot. J'essaye de bien le goûter après l'avoir prononcé, pour sentir s'il résonne quelque part. Rien. Rien que Lou dans notre chambre d'hôtel au bord de la mer, qui me dit qu'elle ne veut plus jamais. Lou qui s'en va, et je n'ai même pas entendu claquer la porte. Fred vient encore à mon aide. Tu les as joués, ces clips, n'est-ce pas? Elle avait un talent incroyable pour te faire ressentir ce que c'était qu'être elle. Cette manière unique de regarder par petits flashs furtifs, à droite, à gauche, sans rien fixer que de l'inerte. Ses mouvements d'épaule, ses cheveux qui lui passent devant les yeux quand il y a un souffle de vent. Ces scènes de rue sont une pure merveille. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Elle en a quand même vendu quelques milliers. Et sur le marché libre, la concurrence est rude. Là, j'ai pu raccrocher, parler normalement. Ça ne me concerne pas vraiment. C'est la Lou des autres, pas la mienne. C'est son essence intime, mais ce n'est pas celle qu'elle partageait avec moi. Tu sais qu'elle a un vrai fan club, insiste Fred. Il y a des forums sur le net. Tu n'as jamais été voir? Il y a bien des choses que je n'ai jamais été voir, ou pas assez. Je n'ai même pas l'intégrale des scènes de rue de Virginia 42. C'était son nom pour les clips. Et mon droit d'accès est expiré pour les quelques fragments que j'avais déjà chargés. Je commence par me refaire une collection. La totale, durée maximale. Je prends le pack 3 mois avec usage illimité. Je n'imaginais pas qu'elle en avait enregistré autant. Il y en a 33 en tout. Ils durent de 3 à 10 minutes chacun. Ça me coûte plus d'1 semaine de salaire. Je ne cherche pas de travail pour demain. De toute façon, j'ai déjà accepté 4 contrats de 3 jours pour boucler le mois. Je devrais tenir. Je prends ma journée pour plonger dans la réalité de Lou. Sa réalité, devenue virtuelle. Je mets les gants, je plaque les électrodes, j'enfile le casque, et je suis dans la rue. Je la connais, cette rue.
Mais ce que je prends de plein fouet, c'est le rythme de sa marche. Cette manière unique de traîner un peu le pied pour attaquer du talon, le genou paresseux, les épaules droites. Ce sont ces épaules qui la propulsent. Nous avons souvent marché en nous tenant le bras. J'essayais d'être en phase sur son harmonie intérieure, celle qui exprimait ses pas. Et me voilà dedans, tout naturellement. Elle, je soulève un peu l'épaule gauche, et j'éprouve avec elle le plaisir de sentir ses cheveux s'envoler. Le haussement part comme un ressort, et dans le cou, ça fait comme une étreinte furtive qui chatouille. Elle continue à marcher. Elle a chaud dans le dos. Elle rentre un peu le ventre, les épaules bien droites, le coude souple, la main sur le sac à main qui s'offre mieux qu'une hanche et qui balance aussi bien. Je ferme les yeux pour sentir encore mieux toutes ces sensations. Ça ferait trop d'un coup. La séquence ne dure que quelques minutes, mais quand elle s'arrête, je suis effondré, hoquetant. Comment a-t-elle pu m'abandonner alors qu'elle marchait ainsi ? Peut-on abandonner quelqu'un qui vous aime quand on ressent tout cela à l'intérieur de soi-même ? Moi, quand je marche, je suis vide. Lou était pleine de lumière et emplie d'elle-même. Et je n'aimerais jamais personne d'autre qu'elle. Ou alors il faudrait qu'elle soit semblable, aussi tendre et lumineuse que Lou. Je rassemble mon courage et je joue presque tous les clips. J'en visionne une vingtaine. Dans certains, elle regarde son reflet dans des vitrines, à la dérobée, comme si elle croisait une inconnue. Parfois, quelqu'un lui dit quelque chose dans la rue, et elle rit. Quand elle rit, c'est comme si elle était chatouillée à l'intérieur. Et elle a toujours ce petit mouvement d'épaule pour balancer ses cheveux, une pure gourmandise intime. Je m'emplis d'elle à mon tour, comme on boirait dans une coupe glacée, comme on aspirerait à plein poumon le parfum d'un rosier. Maintenant, il faut que j'aille explorer les forums. Je dois savoir si nous ressentons tous la même chose avec les clips de Lou, ou si chacun les reçoit différemment. Je dois savoir comment Lou a habité les autres. Je dois savoir s'il y a maintenant d'autres loups ailleurs, des petites sœurs dont les hanches balancent et les cheveux volent. Dans les forums Real Life, je cherche les références à Virginia 42. Mais je trouve bien trop de choses, je m'y noie. Je précise, scène de rue. Voilà, j'ai trouvé un forum, entre janvier et mars. Ils ont écrit plus de 600 messages sur le sujet. Il y a donc tant de gens qui parlent de Lou entre eux. J'ai peur de lire ce qu'ils disent d'elle. Mais j'avais tort de m'inquiéter. Ils ne font que ce que tout le monde fait sur les forums où l'on se rassemble sur des hobbies communs. Les gens parlent d'eux-mêmes, se construisent d'un personnage qui flatte leur ego, font tout ce qu'il faut pour se convaincre qu'ils sont une chouette bande de chouettes copains. Et chacun est prêt à trouver l'autre génial si lui vous trouve sympa. Tout ça n'a que bien peu de rapport avec Lou. Je trouve quand même une fille, Barbara V, qui raconte qu'elle s'est repassée en boucle 25 fois « Bienvenue à Montparnasse », que c'est la rue où elle habite, qu'elle a reconnu le resto, et qu'elle adore la scène. Il faut que je la rencontre. Je lui envoie un message, je lui dis que je suis le copain de Lou. Du coup, elle est dévorée de curiosité. Et on prend rendez-vous pour après-demain. J'espère que c'est vraiment une fille, au fait. Barbara, oui, quel pseudo-idiot. Encore 2 jours en forme d'absence de Lou, de manque de Lou, de vide, de questions sans réponse et qui n'en auront jamais. À quoi bon ce rendez-vous? Et si un peu de Lou s'était incarné en elle? Et si je tombais raide dingue amoureux de la fille? Est-ce que je trahirais Lou? On finit par se retrouver sur un banc vers la place Saint-Sulpice. Une fille sympa, comme il y en a plein le métro et les rues, qui me récite tout son CV. Elle s'appelle Mazarine et déteste son prénom. Moi, j'aime mieux que Barbara V, mais elle fait bien comme elle veut. Elle a 24 ans, pas de Jules, ou alors des qui craignent. Elle est vendeuse, la plupart du temps. Elle a un aquarium et elle adore les mangas. Tout cela m'est bien égal. J'attends un déclic qui ne vient pas. Elle se tient un peu voûtée,
Elle traîne les pieds, ses cheveux sont attachés, et elle parle. Et parle. Et parle encore. Elle me demande pourquoi Lou n'a jamais fait de clip dans un magasin de vêtements. Je repars frustré, comme si j'avais raté un rendez-vous. Lou n'était pas là, ni son fantôme, ni même sa présence impalpable. Et je visionne, en boucle, cette scène où Lou se contente de marcher de son pas balancé, avec juste un petit coup d'œil dans la vitrine, où l'on voit ses cheveux dorés qui valsent sur les épaules. Cette scène qui est comme une danse radieuse et tranquille, entre fragilité et équilibre, perchée sur ses talons mi-hauts qui tic-tac un doux tempo. J'ai décidé d'enlever mon catogan. Maintenant, quand je marche dans la rue, j'aime bien sentir mes cheveux se balancer dans mon cou. Je les lave tous les matins pour qu'ils soient très légers, et je les sens qui me chatouillent quand je secoue la tête. Je crois que je commence aussi à attraper le truc pour marcher. Il faut avoir un peu de talons, des talons fins. J'ai trouvé des chaussures presque parfaites. Le talon est étroit, ça donne juste un peu d'amplitude latérale, un nouveau degré de liberté dans mes chevilles. Après, il faut redresser le buste, respirer profondément, tenir haut le menton. Laisser aller un bras. Pour l'autre, il faut un point d'appui qui ne soit pas fixe. J'accroche mon téléphone à ma ceinture et je mets ma main dessus, avec le coude qui s'écarte un peu à l'extérieur, tout en souplesse. Fred va arriver. On mange au resto ce soir. Il a un truc à me raconter. On va voir s'il remarque quelque chose. Je me lave les cheveux, je mets mes chaussures fines et souples, j'accroche mon téléphone à la bonne hauteur. Le voilà, et nous sortons dans la rue, animée et bruyante, rafraîchie par la pluie de l'après-midi qui fait luire les trottoirs. Il porte une splendide chemise afghane blanche brodée, dont je lui fais compliment. Il a l'air tout excité aussi. Il est rasé de frais et il sent bon. On se félicite mutuellement. Il me dit qu'il est ravi de me retrouver avec une figure humaine. Dans la rue, je lui demande si je peux lui prendre le bras.